Bonjour à tous, mon royaume pour une blague, tel est le titre de l'épisode que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors derrière ce titre un peu provocateur se cache le lien qui va en fait relier une blague un petit peu truculente, un petit peu de mauvais goût, et l'ascension du futur Sylla comme dictateur à Rome. Vous me direz quel est le rapport entre les deux? Eh bien il est lointain. Cependant, je vous propose de l'étudier via une bataille discrète mais décisive, dont je suis certain vous n'en avez jamais entendu parler. La première raison, c'est que cette bataille n'a pas de nom. Déjà, ça commence bien. Je suis en train de vous dévoiler quelque chose qui est vraiment secret. Et pourtant, elle a bien eu lieu, cette bataille. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi elle n'a pas eu de nom. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul mort, et que cette bataille n'est pas allée au bout. Alors, est-ce que des batailles qui font un seul mort méritent le nom de bataille? C'est un débat. Néanmoins, moi, je la considère comme une bataille. Particulièrement bien menée d'un point de vue stratégique, et d'un point de vue stratégique ou tactique seulement, puisque nous allons parler de l'équivalent d'un Matt du berger aux échecs. Ça a été fulgurant. Voilà. Alors maintenant, recontextualisons. Que s'est-il passé en Cappadoce en l'an -100? Vaste sujet. Alors, nous sommes aux frontières de la République romaine, pendant que la République romaine a le dos tourné. Dans les années -100, eh bien, Marius et Sylla, qui sont encore... ils sont rivaux, mais ils s'entendent encore. Voilà, donc on peut pas dire que ce soit les meilleurs amis au monde, mais ils font front commun contre l'ennemi tant numide que barbare, avec les guerres tant de Jugurtha que celles contre les Cimbres et les Teutons. Et donc ils s'occupent assez peu de ce qui se passe dans la province d'Asie, nouvellement créée à partir des restes du royaume de Pergame. Alors, qu'était le royaume de Pergame? Toujours pour faire simple, eh bien c'était l'une des puissances qui avait émergé après en fait non pas la dissolution, mais la fragmentation de l'empire d'Alexandre le Grand. Il y avait les Séleucides, on l'a vu au cours d'épisodes précédents, qui avaient eu la plus grosse part du gâteau. Donc on va dire qu'ils avaient la Syrie, ils avaient la Perse, ils avaient une bonne portion de l'Asie mineure, et effectivement, suivant les conquêtes, ils pouvaient avoir d'autres territoires. Mais les Séleucides sont en déclin au moment où je raconte l'épisode. Ils sont même tellement en déclin qu'ils se partagent en fait les territoires autour de la Syrie entre deux frères rivaux, ou deux cousins rivaux, deux dynasties un peu, on va dire, cousines l'une avec l'autre, mais rivales. Donc, il n'y a plus ce vaste ensemble séleucide pour stabiliser la région. Et puis, il y avait d'autres dynasties, héritées de l'ère d'Alexandre le Grand. Il y avait les Antigonides en Macédoine, mais ils ont été vaincus après la bataille de Pydna, donc c'est devenu la Macédoine. Alors d'abord c'était un état protégé par Rome, puis ensuite ça est devenu assez vite une province romaine. Et donc excite les Antigonides, et pareil pour les cités grecques, elles vivent sous la coupe romaine depuis les guerres, alors je crois que c'était la troisième guerre de Macédoine, ou la quatrième, peu importe, mais dans les années -140, eh bien les cités grecques vivent sous domination romaine. Donc cet ensemble hellénistique a basculé dans l'orbite romaine, et donc parmi ce qui restait en fait de la puissance d'Alexandre le Grand, il ne reste plus que l'Égypte des Lagides, donc le descendant de Ptolémée, parce que je crois le père de Ptolémée devait s'appeler Lagos ou quelque chose du genre, donc ce sont les Lagides, voilà le lien. Et donc les Lagides, alors ils sont affaiblis, mais ils rayonnent culturellement et économiquement. Ce sont des bons partenaires commerciaux pour Rome, et donc Rome les laisse tranquilles. Et lorsqu'il faut céder du territoire pour se concilier les bonnes grâces de Rome, eh bien les Lagides concèdent la Cyrénaïque. Comme ça Rome prend pied un peu plus en Afrique vers l'est. Bon, vous voyez, c'est pour dire que l'héritage d'Alexandre est encore présent. Et le royaume de Pergame, j'y viens après ce long détour, eh bien ce royaume de Pergame, il était allié à Rome. Et il lui arrivait quelque chose d'assez étonnant, c'est que par testament, le dernier roi de Pergame, Attal III, a décidé de léguer son territoire à Rome. Alors, est-ce que Rome a intrigué pour manipuler le testament? Certains historiens vont penser que c'est probable. D'autres vont argumenter
et dire qu'en fait, non, le roi de Pergame avait compris que tôt ou tard il serait vassalisé par Rome, et il a préféré épargner à son peuple bien les coups d'une guerre qui était perdue d'avance, et donc il a décidé d'entrer de son propre gré dans l'orbite romaine. Seulement ça s'est pas passé exactement comme il l'avait souhaité, du moins il était plus là pour le voir, hein, puisqu'il y a eu quand même une rébellion de son peuple, et une répression de la part de Rome. Comme ça, malheureusement, Pergame et son royaume ont subi le sort de plein d'autres peuples, mais peut-être un petit peu moins violent par certains endroits. Hein, certaines cités ont véritablement été martyrs, d'autres ont été colonisées et vassalisées en douceur. Ça dépend un peu des endroits. Donc, qu'est-ce qui reste en fait d'hellénistique dans ce monde qui est en train de basculer sous l'influence romaine? Eh bien, il reste quelques petits royaumes qui sont tous alliés à Rome, par nécessité, puisqu'il ne faudrait surtout pas s'attirer les mauvaises grâces de Rome lorsqu'on est un roitelet dans cet ensemble. Alors passons en revue les royaumes qui pourraient faire contrepoids à la puissance romaine. Eh bien, il y a la Bithynie. Alors la Bithynie, elle est dirigée à cette époque par Nicomède III, qui est un souverain compétent. Et alors pourquoi la Bithynie est devenue alliée de Rome alors qu'elle était ennemie de Rome au temps d'Hannibal, vu que c'était le dernier refuge d'Hannibal? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la nécessité. À savoir que la Bithynie est vraiment en première ligne face à Rome, et elle pouvait se permettre d'être rivale avec le royaume de Pergame, elle ne peut pas se permettre de défier ouvertement la puissance romaine. Donc la Bithynie devient, comment dire, l'une des meilleures alliées de Rome, et en faisant bon cœur contre mauvaise fortune, ou plutôt l'inverse, faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Donc la Bithynie, vous voyez, si elle pouvait se permettre de trahir Rome, elle le ferait, mais elle n'en a pas envie, parce qu'elle a d'autres soucis. L'un des soucis de la Bithynie, c'est le royaume du Pont, qui est plus puissant qu'elle sur la mer Noire, et donc l'avantage d'être allié, on va dire à Rome, pour la Bithynie, eh bien c'est qu'elle va jouer sur l'équilibre des forces. Elle pourrait très bien dire que si jamais elle était envahie par le royaume du Pont, eh bien l'alliance romaine la protégerait. Et réciproquement, le royaume du Pont est allié à Rome, pour éviter les mêmes ennuis, vu que lui aussi est frontalier avec Rome à cause de cette province d'Asie nouvellement créée. Donc vous voyez petit à petit la poudrière qui est en train de se mettre en place. Alors bien sûr, il n'y a pas encore d'armes à feu à l'époque, on est dans l'Antiquité, on est en -100, mais la situation reste non pas explosive, il n'y a toujours pas d'explosif à l'époque, mais elle est très inflammable. Le moindre conflit pourrait dégénérer. Alors, le royaume du Pont, pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Pont? Eh bien, parce qu'il donne sur la mer Noire, et l'ancien nom de la mer Noire, c'est le Pont Euxin. Voilà pour la petite explication. Alors, parmi les autres petits royaumes, il y a la Paphlagonie, qui existe encore pour quelque temps, enfin du moins elle n'existe plus en -100, mais elle a existé juste avant. Elle s'est faite partager entre le roi du Pont Mithridate VI et Nicomède III. Donc ils se sont entendus, tous rivaux qu'ils sont, pour se partager un plus petit queue. Parce que, voilà, c'est mieux pour nourrir leurs intérêts de puissance. Donc la Paphlagonie, qui existait au temps des Diadoques, donc les généraux d'Alexandre le Grand, n'existe plus. Qui reste-t-il encore dans cette mosaïque de petits royaumes? Eh bien, il reste un royaume comme la Galatie. Alors la Galatie est peuplée de Galates. Les Galates, ce sont des Gaulois qui ont émigré à la force de l'épée en Asie mineure dans les années -280. Alors ils ne sont pas grecs, ils ne sont pas perses, mais ils se sont mêlés au milieu des peuples locaux, et même s'ils ne jouent pas un rôle premier dans les alliances, ils sont respectés. Personne n'irait défier les Gaulois en Galatie, ça serait du suicide. Sauf Rome, et elle aura beaucoup de mal. Qui d'autre y a-t-il? Eh bien, le royaume de Cappadoce. Alors le royaume de Cappadoce, théoriquement, eh bien, il était, comment dire, non pas vassal, parce que la vassalité, ça serait un anachronisme, mais il était sous l'emprise des Séleucides avant. Donc, quand les Séleucides étaient puissants, comme au temps d'Antiochos III, eh bien, la Cappadoce obéissait aux Séleucides. Et l'affaiblissement des Séleucides, qu'il y a eu après Magnésie du Sipyle, et d'autres défaites qui y étaient liées, eh bien, a fait que la Cappadoce s'est progressivement émancipée du pouvoir séleucide.
Donc il y a une dynastie de Cappadoce qui est fortement liée dans ses origines aux anciens obligés des Séleucides. Et cette Cappadoce, eh bien c'est un pays très prospère à cette époque. Parce qu'à partir des années moins 120, la route de la soie passe vers l'Asie mineure, et ainsi que tout le commerce qui, on va dire, transite par voie de terre entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Donc c'est un rôle stratégique. Et la Cappadoce n'est pas très bien défendue. Disons qu'elle a un terrain montagneux qui favorise la défense, mais l'armée de Cappadoce n'est pas réputée pour sa bravoure au combat ni pour ses hauts faits. Ce qui fait que la Cappadoce, on va dire, se maintient sur l'échiquier politique. Ce sont les liens étroits qui unissent les dirigeants de Cappadoce avec les autres dynasties du monde grec. Quand je dis liens étroits, c'est qu'il y a souvent des mariages. Donc comme ça, souvent, eh bien, la sœur d'un roi devient l'épouse d'un autre, etc. Ils sont tous cousins, tous plus ou moins issus de la même famille, pour le meilleur et pour le pire, puisque forcément, dès que quelqu'un, on va dire, met son grain de sel dans la dynastie d'un autre pays, ça concerne les cousins des autres. Donc, encore une fois, la situation est explosive. Alors il y a d'autres puissances qui sont pas loin de l'Anatolie. Il y a l'Arménie, qui commence à devenir forte à l'époque. Et puis, il y a des petits royaumes comme la Commagène. Alors là encore, c'est une ancienne province séleucide qui s'émancipe. Et puis, il y a les royaumes du Caucase qui ont une influence mineure, mais sans jeu de mots pour l'Asie mineure, mais ils sont là, et ils vont être progressivement dans l'orbite du royaume du Pont, puisque Mithridate VI eh bien, a des projets d'expansion. Nous allons voir pourquoi très bientôt. Alors, que se passe-t-il pour qu'il y ait une bataille comme ça, dont je vous ai parlé, en Cappadoce? Pour cela, on va continuer à analyser un petit peu le contexte. Il faut savoir que Mithridate VI ne sort pas de nulle part. Donc, son père, Mithridate V, alors, c'est génial, les dynasties hellénistiques, ils portent tous le même nom. Il n'y a que le numéro qui change. Donc faut pas s'emmêler entre les numéros, mais sinon tous les rois du Pont ou presque s'appellent Mithridate, tous les rois de Cappadoce ou presque s'appellent Ariate, et les rois de Bithynie de cette époque s'appellent Nicomède. Donc vous voyez, on est très très bien au niveau des noms. Et la plupart des princesses hellénistiques de l'époque s'appellent Laodicée. Ne nous emmêlons pas, attention, il n'y a pas un terreau après, mais prêtez bien attention à ce que je dis parce que faut pas s'emmêler ensuite. Donc, Mithridate V, le père de Mithridate VI, a été assassiné pendant un banquet. Enfin, il n'a pas été assassiné, quoi, mais tout à coup, il s'est mis à suffoquer. Et à mourir, oui. Parce qu'à cette époque, l'empoisonnement est un moyen commode de passer d'un souverain à l'autre. Et étrangement, eh bien, la mère de Mithridate VI est devenue reine. Et donc probablement qu'elle avait prévu de faire passer de vie à trépas eh bien, tous ceux qui auraient pu contester ce pouvoir, y compris le jeune Mithridate VI qui a dû passer une partie de sa vie en exil. Il s'est caché avec une bande d'amis qui allaient devenir ses généraux par la suite, et il est parti à la découverte de son royaume. La vie de Mithridate, en soi, c'est déjà assez légendaire, assez épique. Et d'ailleurs, quand on lit bon nombre de folklore, de jeux vidéo, d'univers médiéval fantastique, on a l'impression que c'est du copier-coller de la vie de Mithridate. Donc attention, nous sommes aux frontières entre l'histoire et la légende. Donc vous avez deviné, Mithridate VI, ça va être un petit peu le badass de cette époque. Oui, je pèse mes mots. Ça sera à la fois quelqu'un d'intéressant, il a ses bons côtés, mais alors quand Mithridate VI commence à devenir méchant, il y a du haut potentiel. Voilà, pour ne pas dire il y a du level. Mais voilà, ça c'est pour le côté un peu, voilà, ça fait 15 minutes, je déconne un peu. Mais Mithridate VI en fait a été conditionné par son enfance. Ce côté empoisonnement, paranoïa, eh bien, il le doit à ce banquet qui a mal tourné entre son père et sa mère. Voilà. Et oui, c'est pour ça que Mithridate VI, on le connaît très bien sous le nom... Alors, les Anglais aiment bien l'appeler sous le nom de Poison King. Autrement dit, le roi des poisons, ou le roi des empoisonneurs peut-être. Mais nous, en français, on a gardé l'expression se mithridatiser. Alors, qu'est-ce que c'est se mithridatiser? Eh bien, c'est se prémunir contre les effets du poison, en absorbant soi-même eh bien, des doses infinitésimales
de poison, puis en augmentant petit à petit la dose. Ça marchait tellement pour Mithridate qu'il organisait des banquets où il y avait un condamné à mort, il buvait la ciguë avec lui, ou de l'arsenic, le condamné à mort mourait, mais Mithridate il pouvait continuer à festoyer. C'est pour ça que Mithridate avait, alors bien plus tard dans son règne, hein, la réputation d'être increvable, d'avoir une santé de fer et d'avoir une vie exceptionnellement longue pour l'époque. D'ailleurs, un Mithridate, si vous pouvez trouver ça d'ailleurs sur des vieux pots ou des vieilles boîtes assez jolies en général, si jamais vous avez ça en fait dans vos greniers, dans vos balles aux souvenirs, eh bien un Mithridate, c'était un récipient hein, qui servait à, comment dire, à stocker un remède, une sorte limite d'élixir hein, de poudre de perlimpinpin, qui vous aurait apporté longue vie et bonne santé. Voilà, c'est pour vous dire à quel point Mithridate a marqué son époque, comme roi, comme empoisonneur, comme scientifique, et comme tout ce qu'on voudra, comme conquérant aussi. Et j'y viens parce que, effectivement, Mithridate VI a des origines qui sont tant perses que grecques, enfin, macédoniennes. Il descend donc de Darius de Perse, par une de ses ancêtres, qui avait été capturée par Alexandre le Grand après la bataille d'Issos. Légendairement, c'est ça. Bon, plus historiquement, il a aussi du sang séleucide par sa mère, et bien sûr du sang un petit peu du pont par son père, son grand-père, enfin la lignée familiale du côté des parents, enfin du paternel, voilà. Je vais y arriver. C'est toujours compliqué la généalogie comme ça. Donc Mithridate a des velléités de conquête. Tout part de Mithridate, hein, vraiment. Mais avant de conquérir, bien sûr, il faut qu'il récupère son trône. Ah bah oui, il en a été chassé. Et au cours de cette pérégrination, notamment dans les royaumes près du Caucase, comme, alors je sais plus si c'est la Colchis ou la Colchide, la prononciation va laisser un peu désirer, je sais comment ça s'écrit, mais voilà, prononciation, voilà, j'ai pas fait du grec. Donc, dans ce royaume de Colchide, eh bien, il va trouver des alliés, il va trouver aussi toutes sortes de plantes et d'herbes qui vont l'aider à concocter différents poisons, différents remèdes. C'est même pour vous dire qu'il a même découvert que le miel de rhododendron, eh bien, pouvait devenir toxique. Je sais, ça paraît comme ça étrange, mais on peut empoisonner les gens au miel de rhododendron. Alors il faut vraiment beaucoup de quantité, mais voilà, ce qu'on suppose, c'est que Mithridate, pour récupérer son trône, bon, il a soudoyé quelques gardes peut-être, ou il s'est acquis quelques gardes à sa cause quand il est revenu à Sinope ou à Hamaz, je ne sais plus trop, puisqu'il y a plusieurs capitales en fait dans le royaume du Pont, et qu'il a donc convié gentiment sa mère, avec sa nouvelle escorte, à un banquet, elle aussi. Bah oui, forcément, vous savez, les renvois d'ascenseur, ça se fait, y compris dans une famille complètement cinglée où il y a des meurtres au sein de la même famille. Donc, il a convié sa mère à un banquet où il a probablement servi, devinez quoi, un gâteau fait avec ce miel de rhododendron et peut-être saupoudré d'arsenic pour faire bonne mesure parce que ça n'a pas de goût. Et donc il a assassiné probablement comme ça sa mère et son plus jeune frère pour éviter toute querelle de succession. Alors ça c'est le côté noir de Mithridate vis-à-vis de sa famille. Je crois qu'il a fait tous les meurtres en cide. Alors il n'a pas pu être parricide, parce que son père avait été tué par sa mère, mais il a été matricide, il a été fratricide, et on va le voir, il aura réussi aussi le double exploit, sinistre certes, d'être à la fois un sororicide et un, je sais pas comment on dit pour quand on tue son conjoint. Puisqu'en fait, Mithridate, lorsqu'il a pris le pouvoir, s'est aussi marié avec sa sœur. Sa sœur épouse qui s'appelait Laodicée. Alors pourquoi est-ce que il a tué sa sœur, ou pourquoi est-ce qu'il a tué son épouse? Eh bien, c'est parce que Mithridate avait le culte du secret, et un jour, il était parti pendant une année, hein, il était parti incognito découvrir son pays, pour espionner, pour savoir où étaient les forces romaines, les autres forces grecques, enfin bon, il se renseignait. Seulement un jour, alors qu'il rentre à Sinope, la capitale, il est félicité par un passant pour l'enfant qu'il n'a pas eu avec Laodicée. Enfin, le passant croit que l'enfant est de lui. Mais forcément, Mithridate sait bien qu'au bout d'un an, c'est pas le sien. On voit bien d'ailleurs qu'il y a une redoutable injustice, puisque Mithridate avait des concubines, et ça n'a jamais posé de problème à Laodicée. Et le jour où Laodicée a un amant,
qui pour le coup est presque plus normale de nos jours, parce que c'est une relation qui n'est pas incestuelle, eh bien, elle se fait, entre guillemets, enfin bon, pas entre guillemets, elle se fait assassiner, de la plus injuste des manières. Alors, certes, encore une fois, il y a la légende, si on veut revenir dans le côté « Ah, Mithridate, quel homme !» Non, Mithridate, en fait, il est presque aussi haïssable que les autres personnages historiques de son époque. Ce qui fait qu'il est un petit peu moins haïssable que d'autres, c'est parce qu'il a parfois de bons côtés. Mais bon, c'est juste quelqu'un de très, comment dire, calculateur et froid au milieu d'autres qui le sont tout autant que lui. Ce qui fait qu'on a un peu de sympathie, c'est que de temps en temps, il va se montrer clément et magnanime. Mais pas avec sa famille. Hélas. C'est là où c'est comique, parce que il va se faire surnommer plus tard Mithridate VI Eupator, le bon père. Alors le père de la nation, pas le père de famille. Parce que je crois qu'il a aussi fait assassiner certains de ses fils. Bon, c'est compliqué les histoires de famille avec Mithridate. Et donc pour revenir à Mithridate et sa sœur, à sa décharge, eh bien en fait, Mithridate aurait surpris la conversation de deux servantes galates qui parlaient gaulois, une langue que Mithridate comprenait. Oui, parce qu'en plus de connaître tous les poisons, il comprenait toutes les langues. Ça fait beaucoup, mais pourquoi pas. Enfin, il connaissait pas toutes les langues, mais toutes celles qui se parlaient autour de la mer Noire. Bon, d'accord, c'était un génie. Bon. Et donc les servantes galates se échangeaient en gaulois pensant que c'était suffisamment crypté. Parce que personne comprenait vraiment le galate à la cour de Sinope, où il se parlait plutôt le grec et peut-être un petit peu le perse. Et donc Mithridate avait compris, dans leurs paroles, que ses servantes de Laodicée, sa sœur épouse, eh bien ces servantes se préparaient à verser du poison dans le plat de Mithridate. Forcément, Mithridate n'a pas aimé, et sachant que sa sœur avait déjà eu un enfant sans lui, eh bien c'était un petit peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Et on comprend mieux aussi pourquoi Mithridate avait eu comme obsession de toujours se prémunir contre les effets du poison. Voilà, ça y est, j'ai un peu bouclé le côté légende de Mithridate. Et donc Mithridate lance ses projets de conquête. Donc là on est en moins 116, moins 115, et au début tout se passe bien, vu qu'il va partager la Paphlagonie avec Nicomède III, il va conquérir le royaume du Bosphore et un petit peu la Tauride, en nouant des alliances avec les Sarmates, les Scythes, enfin tous les peuples autour de la mer Noire. Du coup, la mer Noire va devenir un vaste échange, une vaste zone d'échange en fait, sous son contrôle. Donc le commerce de la mer Noire va prospérer. Et c'est vrai que dès qu'on unifie une région du monde, en général, le commerce est dynamisé. Donc Mithridate va être riche, lui aussi, et donc va être puissant, va être capable de financer des guerres longues avec de nombreux hommes. Vous voyez où je veux en venir. Quand on a les moyens de conquérir, l'ambition, le côté un peu paranoïaque, la légende à la fois brillante et noire autour de sa personne, eh bien, on va de l'avant. Et c'est ce que va faire Mithridate. Donc Mithridate va vouloir jeter son dévolu sur le royaume de Cappadoce. Pourquoi ? Parce que les choses ne sont pas totalement réglées dans ce monde hellénistique tardif, et que le royaume de Cappadoce appartenait en partie à son père. Sauf que le royaume de Cappadoce est aussi un royaume indépendant. Mais pas complètement, enfin bon, il subit des influences. En effet, une autre sœur, alors je crois que c'est une demi-sœur de Mithridate, est l'épouse du roi de Cappadoce, Ariate VI, et cette épouse, elle pourrait très bien être la régente, si jamais il arrivait quelque chose à Ariate VI. Et comme ça, par son intermédiaire, eh bien, Mithridate pourrait être un peu le mentor de son neveu, Ariate VII. Comme ça, il contrôlerait à moitié la Cappadoce. C'est un bon plan, en théorie. Alors, comment faire pour qu'il arrive quelque chose à Ariate VI ? Eh ben, mon petit assassinat, en bonne et due forme. Donc pour ça, Mithridate VI va utiliser un de ses officiers, acquis à sa cause, à la cour de Cappadoce. Donc quelqu'un qui s'appelle Gordios. Ou Gordius, ça dépend un peu de la traduction que l'on retient. Et malheureusement, le complot est éventé. C'est dommage. Bon, Mithridate assume. Ariate VI est quand même mort. Et donc c'est Ariate VII qui prend le pouvoir sous la régence de sa mère. Et naturellement, si vous êtes la demi-sœur de Mithridate, vous vous faites du souci puisque tout le monde dans la famille de Mithridate, tôt ou tard, finit par mourir. Donc c'est là où les choses dérapent.
puisque la veuve du roi de Cappadoce va se jeter dans les bras du roi de Bithynie, veuf lui aussi. Comme ça, le hasard fait bien les choses, et elle se trouve donc un nouveau protecteur. Seulement, le roi Nicomède de Bithynie est très content que le royaume du Pont ne soit pas si puissant que ça, puisque c'est lui qui peut gouverner maintenant sur la Cappadoce par l'intermédiaire de Laodicée. Et oui, des liens de mariage est plus solide qu'une demi-fratrie. Donc le royaume de Cappadoce se retrouve un petit peu comme enjeu de pouvoir entre le royaume de Bithynie, qui ne peut pas laisser le royaume du Pont devenir trop puissant, et le royaume du Pont qui ne peut pas tolérer que la Bithynie ait un pied au cœur de l'Anatolie. Donc vous voyez que la situation va très vite devenir conflictuelle. Naturellement, Mithridate, n'étant pas un homme idiot, va essayer de négocier, va dire à son neveu Ariade VII, bon, tu peux rester roi de Cappadoce, mais avec Gordios à tes côtés. Genre, je sais pas si vous imaginez la situation qui est un petit peu tendue, si jamais vous devez faire le choix entre avoir une guerre contre votre oncle, ou accepter de régner avec une épée de Damoclès suspendue en permanence au-dessus de vous, en la personne de ce Gordios, qui est l'assassin de votre père. Vous voyez, ça donne presque les conditions d'une tragédie. Voilà. Que va faire le jeune Ariade VII ? Bah, tôt ou tard, il va se rebeller contre cet état de fait. Il va donc entrer en guerre contre son oncle, Mithridate VI. Alors les deux armées vont se réunir. Ah, vous voyez qu'on parle d'armée. Ça y est. Et donc de bataille. Et nous sommes à la toute fin du IIe siècle, ou au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et les effectifs sont colossaux. Alors, est-ce que c'est crédible ? La réponse est oui. Parce que nous sommes pas loin comment on appelle ça, de l'optimum climatique du début de l'Empire romain. Et en fait, quand vous prenez le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, il fait chaud et humide en Méditerranée, ça favorise les récoltes, et donc on peut nourrir plus de monde. Donc les effectifs sont énormes. En effet, le royaume de Cappadoce, alors on ne sait pas quelles armées il va aligner, hein. Il y a un flou sur les chiffres, on les connaît mal, parce que tous les historiens vont parler de Mithridate, qui est un petit peu l'homme qui accapare les esprits, mais vous savez bien que si jamais deux armées se rencontrent, elles sont à peu près de forces égales, puisque chacun nourrit l'espoir de gagner. Effectivement, en général, vous ne livrez pas un combat à 1 contre 10. Vous essayez de livrer combat à 1 contre 1, 1 contre 2, 2 contre 1, bon voilà. Il faut que chacun se sente capable de gagner. Sauf les Spartiates aux Thermopyles. Mais eux, ils voulaient pas gagner. Ils voulaient juste ralentir l'armée perse. Donc, les effectifs de Mithridate, avec lesquels il va falloir jauger ceux de Cappadoce, sont colossaux. On parle de 80 000 fantassins, 10 000 cavaliers, 600 chars à faux. Alors le char à faux, c'est la spécialité des armées un petit peu perses, et je suis souvent critique vis-à-vis de cette arme, mais Mithridate sait bien les employer. Il est spécialiste d'ailleurs pour employer des techniques qui ne marchent jamais autrement. C'est ça sa grande force. Donc une énorme armée du royaume du Pont est en marche, et elle va s'approcher d'une armée sans doute aussi conséquente pour le royaume de Cappadoce. Et il va se passer quelque chose de très grec, de très hellène, avant le contact entre ces deux armées, presque comme au temps de la guerre de Troie. Hein. Il y a sans doute des héros qui vont s'invectiver de part et d'autre. Et au lieu de provoquer des combats singuliers, comme autrefois, Mithridate va sortir des rangs, de manière sans doute assez courageuse, hein, et va demander une entrevue avec son neveu Ariade VII. Coup de théâtre. Donc il va planter en terre, pour montrer sa bonne volonté, son javelot, sa lance. Alors on peut imaginer que Mithridate était vraiment équipé comme un chasseur guerrier, c'était pas vraiment un soldat ou un maître de bataille au sens tacticien, mais c'était vraiment un chasseur, vêtu à la fois comme un perse et comme un grec. Il y avait quelques éléments hybrides dans sa combinaison, donc vous imaginez qu'il a sans doute des vêtements assez amples à l'horizontale et des parties de l'équipement qui vont rappeler l'équipement d'un hoplite, comme les cnémides ou les brassards, enfin, ou peut-être un plastron comme le type thorax en
en lin ou en renforcé de bronze peut-être, mais bon, vous imaginez un mélange entre le style grec et perse. Donc il plante son javelot, il laisse tomber son arc, il laisse tomber son épée, il laisse tomber son poignard. Vraiment, il est en mode hop, je veux que la paix et l'harmonie sur Terre. Hein. Du moins, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est le ressenti. Et il demande à parler à son neveu pour éviter une bataille. En effet, il ne servirait à rien de sacrifier la vie de tant d'hommes quand une simple meilleure entente familiale suffirait à régler l'affaire. Le neveu, Ariade VII, ne tombe pas dans le piège si facilement. Il va quand même envoyer un garde en reconnaissance pour fouiller Mithridate. Alors le garde va fouiller les zones habituelles, hein, les épaules, les chevilles, tout ce qui peut dissimuler une arme, et quand arrive le moment où il s'approche de la ceinture de Mithridate, il a un doute, parce que, bon, aller fouiller dans l'entrejambe d'un roi, c'est limite. Et Mithridate connaît bien, on va dire, ce genre de trouble qui peut animer le garde, et va jouer sur ce malentendu, sur le bluff qu'il peut naturellement dégager, et puis, enfin voilà, qui va, pas le bluff, mais sur l'aura impressionnante qu'il dégage, vu que Mithridate était grand, il était musculeux, et il était connu en plus pour fréquenter les temples de l'amour en Commagène. Alors, qu'est-ce que c'est que ces temples de l'amour? Bon, les plus jeunes oreilles, il faut vous fermer. Bon, pour dire les choses pudiquement, c'était des lieux où les étrangers qui arrivaient dans certaines villes où il y avait ces temples de l'amour allaient rendre visite à des jeunes filles non mariées qui se rendaient volontairement dans ces lieux contre une rémunération pour honorer des divinités de l'amour oriental. Je vous laisse deviner quel nom ça porte, mais voilà, la coutume est étrange, mais elle a existé. Et donc Mithridate fréquentait dans sa jeunesse ces fameux temples. C'est... voilà, vous documenterez pour effectivement en savoir plus, mais ça a plus de poids, bien sûr, ce qu'il va dire, que si jamais c'était un ascète connu. Donc il était vraiment dans l'excès et la débauche. Et il va dire, regarde, si vous fouillez par là, vous allez trouver une arme d'une toute autre catégorie. Alors il est évident que le garde est un peu perturbé. On peut imaginer les rires gras et salaces de la part des autres compagnons d'armes de ce garde dans l'armée de Cappadoce qui connaît très bien le grec elle aussi. Et le garde décide de rebrousser chemin. Le neveu s'avance, Mithridate le prend sans doute, enfin l'embrasse, le prend par les épaules, enfin voilà, lui donne la collade, je sais pas. Ils font quelques pas ensemble en parlant, et tout à coup, sorti de nulle part, eh bien, Mithridate nous fait le coup de l'arme improbable, qui ne sert qu'une fois, et très bien. À savoir qu'il avait dissimulé près de ses parties intimes, eh bien, un stylet. Qu'est-ce qu'un stylet? C'est l'ancêtre du stylo. C'est un poinçon métallique qui servait à tracer des lettres dans les tablettes d'argile. Ça marche très bien aussi pour poignarder quelqu'un. Usage détourné. Et le malheureux Ariade VII finit comme ça, poignardé par son oncle. Alors, c'est méga osé, c'est méga choquant aussi, puisque, encore une fois, c'est une tragédie familiale, mais d'un point de vue tactique, Mithridate vient de mettre échec et mat l'armée de Cappadoce. En effet, l'armée de Cappadoce n'a plus d'ordre à recevoir, et n'a plus de cause à défendre, elle se battait pour Ariade VII, Ariade VII n'est plus, et un peu goguenard, j'imagine, Mithridate VI leur annonce que le roi est mort et que vive le roi. Lui aussi, il a un roi à leur proposer, en la personne d'Ariade IX. Alors si vous avez suivi, vous vous rendrez compte que Ariade IX ne suit pas le 7. En effet, Ariade IX, c'est le fils bâtard donc, de Mithridate VI, qu'il a eu avec une concubine. Mais les historiens lui ont mis le numéro de 9, parce que Nicomède III de Cappadoce et Laodicée, donc la veuve d'Ariade VII, propose Ariade VIII comme roi, après la bataille, comme concurrent d'Ariade IX, parce que personne n'est d'accord. Toujours, encore une fois, c'est pas aussi simple.
On a beau faire une opération spéciale, eh bien ça dégénère quand même en guerre. Alors je ne veux pas faire plus de parallèles avec l'actualité, hein, parce que l'actualité c'est de l'histoire bouillonnante, l'histoire c'est de l'actualité éteinte. On a le temps de réfléchir, de se poser, il y a moins d'enjeux, on va pas déchaîner les passions. Mais voilà, il est évident que Mithridate VI, lorsqu'il s'est lancé dans cette opération spéciale, il pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Parce que le royaume de Cappadoce ne va pas basculer dans son orbite. Il va être tiraillé entre Ariate VIII, le candidat de Nicomède III de Bithynie, puis Nicomède IV, parce qu'il y aura une transition de pouvoir entre le père et le fils, et bien sûr Ariate IX, qui est le propre fils illégitime de Mithridate. Donc Mithridate, eh bien, il a perdu. Voilà, il a perdu son pari. La Cappadoce ne va pas basculer dans son camp. Et c'est dommage pour lui. Alors il y aura un véritable jeu de ping-pong entre les rois Ariate VIII et Ariate IX. Un coup la Cappadoce va pencher en faveur de l'un, et un coup va pencher en faveur de l'autre. Il est évident qu'après quelques années, les Romains qui ont récupéré un peu des années contre les barbares vont poser des questions à leurs voisins un peu tumultueux. En mode, bon les gars, Nicomède IV, Mithridate VI, vous jouez à quoi là? Effectivement. Pour les Romains, qui sont vraiment frontaliers de ces royaumes qui sont en guerre, ce n'est pas confortable d'avoir des voisins qui sont tout le temps en train de s'envahir. Les routes commerciales sont perturbées, il y a sans doute des réfugiés, il y a sans doute la crainte d'être envahi dans une province très riche et très prospère, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Pergame, c'était la ville fleuron de tout le monde hellénistique. Il y avait une grande bibliothèque de je ne sais combien de milliers d'exemplaires qui n'étaient surpassés que par celle d'Alexandrie. Le parchemin vient du mot Pergamon, donc la ville de Pergame, hein, c'est là où on fabriquait cette denrée précieuse. Et puis, tous les trésors d'Alexandre le Grand y étaient stockés. Enfin, une bonne partie en tout cas. Donc il y avait plusieurs milliers de talents d'or et d'argent qui étaient dans les temples de la province d'Asie, l'ancien royaume de Pergame. Donc il était évident que Rome ne pouvait pas laisser une zone non pacifiée à ses frontières. Donc Rome va envoyer d'ailleurs Marius pour un peu jauger Mithridate, et la rencontre entre Marius et Mithridate n'est pas si mauvaise. Ils auraient très bien pu devenir plutôt alliés. Mais bon voilà, Marius avait d'autres soucis ensuite, notamment avec sa rivalité avec Sylla. Donc très vite la Rome bascule dans la guerre civile. Mais bon, peu importe, c'était la petite digression pour dire que Rome aurait très bien pu ne pas être ennemi avec Mithridate. Mais à la suite de ce différend entre la Bithynie, la Cappadoce et le royaume du Pont, Rome est en rôle d'arbitre, parce que ils peuvent pas se permettre de laisser ce conflit s'éterniser. Alors ils vont décider de ne pas favoriser la Bithynie ou le Pont, parce que sinon ils auraient été en guerre contre l'un ou l'autre de ces royaumes. Du coup ils vont botter en touche, mais intelligemment. Rome va botter en touche en sa faveur. Ils vont choisir Ariobarzane, j'espère que je prononce bien, Ariobarzane pour nouveau roi de Cappadoce en 94, avant Jésus-Christ. Et là, ils placent leur pion, la Cappadoce devient en fait une sorte de quasi-province romaine, où ils peuvent pousser leur pion. Et la Bithynie avale la couleuvre sans broncher, parce qu'ils savent qu'ils sont pas de taille face à Rome. Et puis ils se disent au moins, si jamais ça dégénère avec Mithridate, mieux vaut se ménager la Bithynie romaine. Par contre, Mithridate VI, il est juste, outré par cette résolution du conflit en faveur de Rome. Parce que Rome, en fait, n'a pas eu à lutter pour ce territoire. Elle arrive pour arbitrer un conflit entre alliés, et puis elle dit tout à coup, c'est à moi. Ok. Bah non. Voilà, c'est un peu la réaction de Mithridate. Du moins, j'imagine Mithridate dans un bon jour. Mais il est évident que Mithridate, à partir de ce moment-là, va devenir l'ennemi juré de Rome. Et il ne va avoir qu'une seule idée en tête, récupérer la Cappadoce. Mais il ne va faire que guetter le bon moment. Et le bon moment, ça va être la guerre civile entre Marius et Sylla.
Alors, je vais pas en dire plus pour le moment parce que ce sera le sujet de plein d'autres épisodes, mais lorsqu'il y aura la première guerre de Mithridate, l'invasion de Mithridate de toute l'Asie mineure jusqu'à la Grèce va être extrêmement fulgurante. Et ça sera un véritable chaos dans les provinces orientales romaines. Rome va être ruinée, ou presque, et seule l'intervention d'un homme fort comme Sylla va un peu sauver la situation. D'une manière assez épique et rocambolesque aussi, puisque Sylla a aussi sa part de légende, même si c'est un odieux personnage, il faut lui reconnaître qu'il est malheureusement très compétent. C'est comme ça. Et quand Sylla va revenir à Rome après avoir vaincu Mithridate, il va certes éliminer les partisans de Marius, mais il va aussi imposer un pouvoir très fort, qui va être la dictature, dans le sens un peu plus moderne du terme, à savoir un pouvoir très répressif, très détesté. Mais ce qui va faire le nom de Sylla, c'est sa victoire contre Mithridate. Donc vous voyez un peu comment tout s'enchaîne. Comment, à partir d'une blague à la noix, au milieu d'une bataille qui n'a même pas de nom parce qu'elle a fait qu'un seul mort, il y a eu tout ce ressentiment de Mithridate contre Rome, puis ensuite cette espèce de domination de Mithridate temporaire qui a fait de Sylla l'homme providentiel alors qu'il ne l'était pas, et qui lui a permis ensuite de s'imposer à Rome. C'est tout l'enchaînement que je vous propose d'étudier au cours des prochains épisodes. Parce que Mithridate, je redécouvre ça depuis quelque temps, et c'est fascinant. Voilà donc le lien entre un stylet planqué dans un lieu que je ne décrirai pas, et l'avènement de la dictature à Rome, d'un homme qui va commencer à vraiment mettre à mal les institutions républicaines, tout en prétextant de les restaurer. Vous voyez à peu près comment on arrive à la fin de la République, bien avant César et Pompée. Voilà, c'était un épisode un petit peu hors série, une pépite, des batailles discrètes mais décisives. Je vous remercie d'avoir suivi. Je laisse les commentaires libres, bien sûr, si vous voulez réagir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour les prochains épisodes. Merci beaucoup et à bientôt.